Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je me présente, Cédric Pompéi. Hop, je me suis fait piéger en fait par le démarrage du live. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui les solutions d'efficience augmentée. Alors, quand on parle de solutions d'efficience augmentée, de quoi s'agit-il? En fait, là, vous retrouvez ici un peu la problématique. C'est-à-dire que moi, si j'ai fait plus de 20 ans de conseil et d'intégration en fait, dans des sociétés de services et de conseil. Puis pendant une période, je suis passé de l'autre côté de la barrière. Et en tant que directeur informatique, on avait de plus en plus de besoins à couvrir de la part des utilisateurs métiers, avec toujours un même nombre de ressources. C'est-à-dire que quand on voulait augmenter un petit peu l'effectif, la problématique était toujours la même. Et c'était de se dire, OK, bon, bah voilà, maintenant, il va falloir se débrouiller avec les équipes que tu as à disposition. Et pour justement couvrir ce besoin, si en essayant de trouver une solution, bah, l'idée, c'est de se dire, OK, si je ne peux pas augmenter mon nombre de personnes, finalement, ce que je vais faire, c'est que je vais leur donner les meilleurs outils ou d'outils, les bons outils qui vont leur permettre d'être beaucoup plus efficaces et de pouvoir livrer beaucoup plus de choses. Dans ce cadre-là, en fait, notre objectif, effectivement, est de couvrir des besoins IT. Donc là, aider l'IT à pouvoir livrer de plus en plus de choses plus facilement, mais également aider les utilisateurs métiers sur justement les solutions de data visualisation, pardon, ou de machine learning. Alors, je parle d'outils et puis vous allez voir que là, en 30 minutes, je n'aurai pas la possibilité de rentrer en profondeur dans chacune des solutions que je vais vous présenter, mais l'idée, c'est véritablement de se dire, OK, s'il y a un intérêt, n'hésitez pas à me contacter par derrière, par la suite, et puis on pourra rentrer plus en détail dans la présentation des solutions. Et puis, ce n'est pas que des outils, bien évidemment. En fait, un outil n'a de sens que si on met en place une organisation pour supporter justement ce genre de choses. Si on s'occupe de l'IT maintenant, dans la perspective, vous allez avoir que souvent les données sont distribuées et puis avec les applications de plus en plus cloud, en fait, ça nécessite des intégrations un peu plus importantes. Souvent, la connaissance se retrouve dans la tête des développeurs. On doit livrer plus, c'est ce que je vous disais. Alors, la digitalisation avait déjà commencé, mais le Covid a accéléré cette digitalisation qui, in fine, nécessite d'avoir une bonne maîtrise de ces données. Et on se retrouve dans un paradigme où ça s'accélère, beaucoup d'outils. Souvent, ça nécessite, et c'est aussi ce qu'on retrouve avec les coûts de possession, les TCO, c'est que souvent les sociétés se retrouvent avec beaucoup d'outils qui s'overlappent les uns les autres, et du coup, ça demande des connaissances à gérer en fait ce panel d'outils. Beaucoup de tâches manuelles. Il y avait le Data Summit du Gartner il y a à peu près un mois qui disait que justement d'ici 2022, 45% des tâches manuelles allaient être remplacées par soit des automatisations, soit du machine learning. Donc il y a véritablement un besoin à ce niveau-là. Les volumes de données qui augmentent, bien évidemment. La qualité de données qui reste toujours un problème, et là, ce n'est pas un problème IT, c'est véritablement un problème IT et business, hein, puisque il faut juste savoir qu'en général, entre 70 et 80% des cas, lorsqu'un processus plante, c'est souvent lié à une problématique de qualité de données. L'évolution des plateformes, et ça, c'est ce qu'on va voir juste après avec l'outil que je vais vous présenter, justement, c'est-à-dire que le choix que vous avez fait aujourd'hui d'une plateforme n'est pas forcément le choix que vous aurez demain, et vous pouvez avoir la volonté et vous devez avoir la capacité de passer de l'une à l'autre sans que ce soit un projet pharaonique. Et bien entendu, avoir une documentation à jour. Ça, c'est une problématique récurrente dans l'IT qui est toujours un petit peu sous-estimée. Donc, dans le premier outil la première solution que je vais vous présenter, c'est une solution qui fait ce qu'on appelle du data warehouse automation. C'est-à-dire que là, sur le processus, donc la solution ça s'appelle Warescape. Sur le processus, vous retrouvez tout à gauche toutes les différentes phases lorsqu'on est sur une phase j'ai envie de dire, de développement d'une solution analytique. On a les besoins, le framework, on va faire du profiling, les modèles, etc. Et vous voyez que à gauche, vous avez des exemples d'outils, mais à droite, vous retrouvez à chaque fois les transitions ici, qui vous indiquent qu'à chaque fois, pour chacune des étapes, on doit se retrouver avec un outil différent. Alors, bien évidemment, c'est pour ça aussi qu'on appelle que souvent les gens de la BI sont des moutons à 5 pattes, c'est qu'effectivement, vous devez connaître un certain nombre d'outils pour pouvoir justement faire des projets. Et ça, c'est quand même pas simple parce que du coup, à chaque fois, vous avez des transitions et vous n'avez pas forcément d'interface entre les différents outils pour faire du data lineage ou ce genre de choses.
L'idée de la solution, donc là aussi, c'est véritablement de devenir un générateur de data warehouse, c'est-à-dire que vous allez tout regrouper à l'intérieur de 2 outils qui sont intégrés, hein, donc il y a des phases d'intégration entre ce qu'on appelle Workscape Red et Workscape 3D. Et l'idée là, c'est que vous retrouvez tout à l'intérieur, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire vos modèles physiques, vous allez pouvoir faire votre profiling, vos modèles physiques, logiques, vous allez pouvoir générer votre modélisation. Ça va vous aider à faire votre modélisation si vous êtes en flocon ou en étoile, ou alors même si vous êtes en DataVault 2.0, bah, ça va vous aider à faire les hubs, les satellites, etc. Vous allez pouvoir déployer, vous allez pouvoir faire tous les flux d'alimentation, vous allez pouvoir les définir au travers du produit. Et après, le produit va vous générer. Donc, n'oubliez pas, c'est un générateur. Donc, il va vous générer en fait le code en fonction de la cible que vous avez définie. Et là aussi, il y a un intérêt, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes en train de travailler avec du Oracle et demain vous voulez passer à du SQL Server, bah, en fait, il vous suffit juste de changer la cible et à ce moment-là, vous avez j'ai envie de dire une migration d'application de cible qui est assez facilement. Ce n'est pas un projet titanesque. L'autre avantage, c'est que toute la connaissance finalement des flux d'alimentation se retrouve à l'intérieur du produit. C'est plus dans la tête des développeurs. Et puis après, vous allez pouvoir, alors juste pour finir le processus, hein, vous allez pouvoir, j'ai envie de dire, scheduler, donc planifier les différents jobs. Et là, il vous organise ça automatiquement, puisque comme il y a du data lineage, il sait quelles sont les dépendances entre les différents flux et va vous proposer en fait le séquencement. Vous allez pouvoir le déployer, le faire tourner et le monitorer directement à l'intérieur en fait de l'application. Donc tout est concentré à l'intérieur. Vous avez des portes, j'ai envie de dire, de sortie pour pouvoir entrer du code spécifique si vous en avez besoin. Il va vous gérer tout votre cycle de développement, mais surtout, il va vous générer la documentation technique et utilisateur. Alors, juste pour vous donner un ordre d'idée, hein, on a fait plusieurs POC chez différents clients. Les développements, c'était du client était entre 2 et 3 semaines. Lorsqu'on arrivait, installation comprise, on faisait à peu près le même résultat en 3 jours. Donc, vous avez véritablement un gain de performance et une capitalisation du savoir à l'intérieur de l'outil. Donc ça, véritablement, c'est des outils qui peuvent vous aider justement dans la création d'une data fabric. Les autres problématiques que je vais vous présenter sont plus liées maintenant au stockage. Donc là, sur le stockage, les problématiques que l'on va rencontrer, c'est où est-ce que finalement comment je vais stocker ma donnée, où est-ce que je vais la stocker, dans le cloud, sur site, on-premise, qui va gérer en fait mes bases de données, comment je vais obtenir la performance même si j'ai des gros volumes, et puis finalement, est-ce que je dois encore déplacer mes données ou pas? Parce que maintenant, le concept de virtualisation se fait de plus en plus, j'ai envie de dire, est de plus en plus courant, où vous laissez vos données dans des data hubs que vous allez pouvoir utiliser et exploiter directement depuis un point central. Et puis, quelque part, le data warehouse, la base de données, va devenir un petit peu votre cœur, hein, puisque c'est là où vous allez avoir votre warehouse et tout va être stocké, organisé pour pouvoir après être accédé correctement avec le ML. Là, c'est la seule exception, parce qu'en général, par couche, on propose une seule solution, mais là, on a en fait 2 solutions. La première, et Exasol. Alors, vous les retrouvez, hein, les 2 solutions que nous proposons sont Exasol et Snowflake. Et comme par hasard, en fait, elles sont en haut à droite. Ce n'est pas véritablement un hasard. Là, c'est une analyse du Dresner qui en fait, c'est une analyse indépendante, hein, donc qui demande le retour auprès des utilisateurs métiers sur selon 30 critères. Il y avait différents acteurs. Et puis c'est vrai que Exasol, alors c'est paradoxal, Exasol est quand même assez ressorti régulièrement devant sur pas mal de sujets, hein, que vous retrouvez ici. 100% de recommandations par utilisateur, c'est quand même à noter, c'est pas anodin. Et surtout, en fait, il y avait un élément important, c'est la performance, parce que c'est un peu le core business de Exasol. Alors, Exasol, vous pouvez l'utiliser soit on-premise, soit sur le cloud. Et donc, c'est pour ça en fait que c'est complémentaire avec Snowflake, c'est-à-dire que là, Exasol, vous avez les 2 options, on-premise ou cloud, alors que Snowflake est pure cloud. Donc, si je me concentre maintenant sur Exasol, vous avez. Alors, pourquoi c'est intéressant et pourquoi c'est l'efficience augmentée? Déjà, la performance, elle est native et vous avez tout qui est fait à l'intérieur. L'optimisation et la gestion j'ai envie de dire, des index, etc., se fait directement par la base.
Et ça, c'est excessivement important puisque lorsqu'on est sur des solutions de self-service BI, vous ne savez pas comment les gens vont utiliser vos données et donc du coup, vous n'allez pas commencer à préparer les index. Là, c'est la base qu'il fait pour vous. Il va analyser vos requêtes, il va récupérer en fait les éléments, il va créer les index à la volée. Donc là, véritablement, vous n'avez plus besoin de DBA. Et c'est là aussi où il y a un vrai gain, c'est que vous installez la base de données et ça marche et vous l'utilisez. L'autre élément qui est plus orienté futur, c'est finalement l'intégration, et de ça, depuis de nombreuses années, vous avez la capacité d'avoir justement l'intelligence artificielle à l'intérieur de la base. Donc, vous pouvez déjà pour faire ce tuning, mais également, vous pouvez intégrer du R, du Python, du Lua, enfin d'autres langages que vous allez pouvoir, des modèles directement dans la base qui vont vous permettre de tourner. Et ça aussi, c'est un gain important parce qu'au lieu d'avant, ce qu'on retrouvait, c'est on sort les données de notre base, on va le faire tourner dans SAS ou dans Excel, puis on le remet dans la base, etc. Là, vous avez votre modèle et votre modèle, vous le faites tourner directement. Vous gardez toute la sécurité, vos données ne bougent pas et vous avez tout à l'intérieur de la base. Et les couches d'intégration, donc qui est le quatrième volet que vous retrouvez ici, c'est finalement la possibilité, déjà, parce qu'il y a pas mal de connecteurs qui permettent d'aller, j'ai envie de dire, de renseigner en fait ou d'interroger la base. Et puis surtout, vous avez pas mal de scripts qui sont prédéfinis pour que vous puissiez positionner Exasol comme un accélérateur. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous allez être en capacité de justement la mettre, votre couche d'intégration est prête, mais vous voulez quand même malgré tout, vous avez besoin de la performance. Les scripts vont charger votre Exasol et après du coup vos utilisateurs vont pouvoir taper directement dans la base. Donc ça c'est le premier cas. Donc là en fait c'est un mode de licensing qui est standard quelque part. Vous achetez en fait en fonction de la quantité de données que vous avez. Donc vous avez un coût maîtrisé. L'autre base de données, elle, c'est Snowflake, qui elle, par contre, est un peu plus connue. Exasol est coté en rentrée en bourse l'année dernière. Hein. Snowflake est beaucoup plus connu d'une manière générale. Ils sont très très bons en marketing et le produit est bon aussi. Vous avez en fait là, c'est plus une notion de plateforme cloud. Et donc du coup, là, vous n'avez rien de prémisse. Clairement, tout est dans le cloud. Et l'objectif ici, c'est que vous allez avoir justement alors, vous retrouvez la notion de data science, c'est-à-dire que les modèles, vous allez pouvoir les faire tourner. Et c'est un modèle qui est plus pay as you go, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous utilisez, vous allez être facturé un petit peu comme les clouds. Donc là, vous retrouvez tous les clouds qui sont disponibles. Même chose aussi de l'autre côté pour Exasol. Et la différence finalement par rapport à la performance, c'est que là, vous allez avoir une élasticité, c'est-à-dire que vous pouvez gérer la performance comme vous le voulez en disant je me mets une puissance, j'ai envie de dire, de temps. Alors, bien évidemment, si vous avez besoin de cette puissance, Snowflake va l'utiliser à la volée, vous n'avez pas besoin de le spécifier. Et après, c'est vous qui allez pouvoir justement remplacer ça. Et retrouver un et vous avez en fait des intelligence entre les deux. Okay. Véritablement, vous centralisez vos informations ici, à ce niveau-là, au niveau de la plateforme. J'ai un bruit de fond si jamais. Et je crois que c'est Luca. Si jamais tu peux couper le micro, s'il te plaît. Voilà. Et en fait, là, vous avez tout qui est centralisé à l'intérieur. Vous avez tous les outils de gouvernance qui vous permettent de gérer cette base. Même principe, tout est tuné directement à l'intérieur. Donc, vous n'avez rien à faire. Vous installez, en fait, ou là, vous connectez, en fait, et vous utilisez. Même principe, pas besoin de DBA, tout est à disposition, tout est fait automatiquement. Si maintenant on se positionne du côté plus business, la complexité d'obtenir les données, donc là en fait ça c'est plus, je me positionne maintenant plus du côté utilisateur final. Comment on va obtenir les données? La problématique de l'autonomie pour analyser les données. Donc en général on est un peu limité. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va tout finir, et donc il y a presque une application Shadow dans Excel qui va apparaître. On a peu de capacité en général pour faire du ML, et je fais la distinction entre utiliser le ML et livrer en fait des solutions. C'est-à-dire qu'il y a encore moins de capacité justement de délivrer des solutions rapidement en fait de machine learning. Ça, je l'ai vu en fait chez des clients où ils avaient en fait des stagiaires qui étaient là et finalement en fait au bout d'une année ils n'avaient pas toujours réussi à exploiter complètement le modèle qu'ils voulaient. Et la mise en production était souvent quelque chose d'assez difficile. Et puis la relation qu'on retrouve assez régulièrement encore, mais plus ça va et je trouve que ça évolue
positivement, puisque souvent la relation IT business, bah, quelque part, c'est un peu client-fournisseur, au lieu de se positionner véritablement comme des partenaires. Et ça, c'est heureusement en train d'évoluer. En termes de visualisation de données, le choix qu'on a fait, c'est Tableau, parce que tout simplement, on considère que c'est un leader technologique. Ça fait plus de 9 ans qu'il est sur le Magic Quadrant avec en haut à droite dans les leaders. Et puis là aussi, il change véritablement, il a changé véritablement le paradigme. Et j'aime bien présenter régulièrement ce slide parce qu'il change il présente assez bien la philosophie. C'est-à-dire que à gauche, vous retrouvez la BI traditionnelle avec vos sources de données qui sont centralisées dans un data warehouse. Et puis ici, vous retrouvez les utilisateurs métiers qui cherchent, qui font des spécifications à l'équipe IT pour obtenir leurs données. Et en fonction des disponibilités, de la disponibilité de la donnée, des priorités, etc., j'en passe, bah, finalement, ça peut prendre un jour, une semaine, un mois pour avoir finalement vos informations. Et comme ils sont toujours pressés, bah, ils ont la pression du business, donc ça sort dans les fichiers Excel qui après, en fait, vont faire des pyramides d'Excel pour pouvoir avoir leurs indicateurs. Là, le paradigme, enfin, l'idée, c'est de changer le paradigme et de préparer les données en tant que partenaire avec eux, avec leur sémantique, avec leur terminologie, pour qu'au lieu de faire des spécifications, qui est toujours un exercice de style particulièrement difficile, les utilisateurs métiers vont pouvoir interroger directement leurs données et avoir la réponse en temps réel quasiment. Ça veut dire qu'en termes d'autonomie, alors déjà avec des outils comme Tableau, vous avez la capacité de faire des visualisations qui sont beaucoup plus faciles, beaucoup plus poussées, beaucoup plus rapidement. Mais en même temps, vous changez le paradigme parce que vous changez l'organisation et vous donnez beaucoup plus d'autonomie aux utilisateurs métiers, ce qui permet d'avoir un transfert de charge de l'IT qui va s'occuper de préparer les sources de données, donc ici pour les métiers, alors que les métiers vont maintenant, eux, consulter et créer les dashboards et les analyses qui les intéressent. Alors là, vous retrouvez finalement les différents critères, hein, les responsabilités, les leaders technologiques. Véritablement, en quelques minutes, j'ai pas le temps de vous présenter tout l'outil, mais nous, en fait, c'est notre fer de lance aussi chez Argusa, puisque tout le monde est obligé d'être certifié Tableau pour rejoindre Argusa. On est tous certifiés. Là, vous retrouvez les éléments avec les différents critères. La gouvernance de données est prioritaire parce que autant vous allez pouvoir faire des visualisations, pouvoir exploiter, analyser, comprendre vos données facilement, autant en fait la gouvernance est indispensable pour éviter que ça parte dans tous les sens. Et véritablement, l'outil au travers du desktop et du serveur vous permettent d'avoir une véritable gouvernance de votre environnement analytique pour que ça ne parte pas dans, j'ai envie de dire, dans tous les sens comme on l'avait avec les fichiers Excel. Et puis, un autre point, c'est que finalement, je me disais, bah, je vais en préparant ce webinaire, je me disais: «Ah, je vais essayer de trouver un petit visuel qui est assez sympa, qui va montrer un petit peu toutes les capacités». Et alors celui-là, il est assez sobre finalement, mais ce qui m'a intéressé, c'est que déjà, c'est publié sur la communauté Tableau. Donc, vous avez un public.tableau.com qui vous permet d'échanger et donc la communauté est excessivement dynamique. Et là, vous retrouvez en fait une analyse de IDC qui vous indique que 83% des CIO veulent que leur organisation soit beaucoup plus data-driven. Et puis, si on va plus en bas, on va voir qu'en fonction de la culture, bah, quelque part, plus vous êtes data-driven et plus vous allez attirer des talents. Et c'est ce qu'on retrouve assez visuellement ici sur ce graphique par rapport à ça. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis, le dernier né, c'est l'outil de préparation des données par rapport à la partie visualisation. J'essaie de garder le timing, c'est pour ça, donc je passe assez vite sur les différents éléments. Ici, vous retrouvez l'automated machine learning. Alors, de quoi s'agit-il? Ben, vous avez vu que quand on a parlé de Wordscape tout à l'heure, on parlait de data warehouse automation. Maintenant, en fait, les problématiques, c'est de se dire, OK, par rapport au machine learning, qu'est-ce qui se passe et comment déjà, quels sont les use cases? Donc, le premier élément, c'est pour déclencher, il faut le use case, il faut se poser les bonnes questions. Mais après, quel est le cheminement standard que l'on peut retrouver lorsqu'on est en train de vouloir lancer un projet de machine learning? Et là, vous retrouvez ici les différentes étapes, à savoir que vous avez la source, les sources de données, vous avez la phase de préparation, et puis après, vous avez tout le processus du data scientist qui va dire, OK, ben, je vais explorer mes données, je vais essayer de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur, quels sont les patterns,
Et puis après, je vais devoir faire un choix. Je vais faire un choix d'un modèle. Je vais essayer de l'entraîner. Je vais voir les résultats. Les résultats ne sont pas tout à fait ce que je veux. Je reviens, je réentraîne mon modèle, etc., etc. Et ça, c'est ce que je vous disais, hein. Ça peut prendre un certain temps, et moi, je l'ai vu au travers de plusieurs sociétés qui ont fait ça d'ailleurs, mais c'était, j'ai envie de dire, l'initiative était bonne. C'est-à-dire ils ont commencé à prendre des stagiaires et puis commencé à tester avec du R, avec du Python, etc. Et puis même nous, dans certains cas, on a vu qu'en fait, on a fait des projets, on a commencé juste à faire du R ou du Python pour développer des modèles. Mais on s'est rendu compte qu'on passait tellement de temps à expliquer les problématiques, à justifier finalement les choix qui étaient faits, que c'était pas efficient. Et souvent, en fait, moi, dans certains cas, chez certains clients, ils ne sont pas arrivés jusqu'à la partie déploiement qu'on retrouve ici. L'idée, finalement, et c'est là où aussi on s'est dit non, non, mais il faut qu'on trouve un outil qui nous permette d'être beaucoup plus efficace par rapport à cette partie machine learning. Et c'est comme ça qu'on a trouvé, en fait, Data Robot qui, vous voyez, en fait, le processus remplace un peu, on l'a mis au centre, alors c'est un peu visuellement j'ai envie de dire gros, mais là, vous avez la partie préparation, et d'ailleurs, DataRobot a racheté des outils de data préparation pour vous faciliter encore plus la vie. Parce que le data scientist va apporter toute sa valeur justement dans la préparation de la donnée ici, par rapport à la sélection des données, des critères, etc. Et puis après, en fait, l'idée, c'est de donner le modèle à data, enfin pas le modèle, les données, pardon, à DataRobot, qui va lui regarder, en fait, va vous aider à analyser un petit peu les données de base, puis après, il va faire tourner 60 à 80 modèles donc là, on parle de quelques minutes, hein. Vous allez avoir le résultat en quelques minutes. Il va vous faire tourner 60-80, puis il va vous dire, OK, ben, le plus rapide, c'est celui-là, le plus précis, c'est celui-là. Celui que nous recommandons en tant que data robot, c'est celui-là. Et puis après, en fait, vous avez quelque part tous les justificatifs, parce qu'il va vous documenter tout ce qu'il y a à l'intérieur. Si vous avez des aspects légaux qui doivent justifier finalement le modèle, ben, quelque part, il va pouvoir vous générer la documentation correspondante. Ce n'est pas une black box, clairement. Depuis peu, on peut même rajouter des modèles qu'on a définis. Et, euh, et du coup, ça va vous permettre j'ai envie de dire, d'obtenir très très rapidement un résultat. L'objectif étant que quelque part, ces modèles soient en production en moins de 3 mois. OK. Alors, l'autre environnement qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir déployer, donc ils vous mettent à disposition un environnement de déploiement et aussi de monitoring, c'est-à-dire que votre modèle peut évoluer. Si vos données évoluent, bah, quelque part, il peut y avoir un dérapage, un drift, hein, ce qu'on appelle sur les modèles. Il faut peut-être réentraîner votre modèle et ça, il va vous l'indiquer et pour justement relancer ce genre d'entraînement. Après, vous retrouvez justement la partie intégration et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que dans les choix on a fait, toutes les couches, à savoir Wordscape, Snowflake, Exasol, Tableau, DataRobot, bah, quelque part entre les couches, il y a toujours une intégration. C'est-à-dire que Tableau et DataRobot, vous avez ce qu'on appelle des extensions, donc ils sont tous partenaires les uns des autres, voire certains, ils ont investi dans l'autre. Donc pour vous dire que véritablement, quand vous faites une solution best of breed de cette manière-là, vous avez véritablement un gain à ce qu'ils soient partenaires. Comme ça, vous avez une cohérence pour que les solutions évoluent avec, j'ai envie de dire, une certaine uniformité d'une manière générale. Le dernier point, en fait, enfin, c'est pas tout à fait le dernier point sur lequel je voulais vous présenter un petit peu un principe, c'est la data governance. Alors, ça aussi, je reprends quelques pain points qui peut-être, certains sont dépassés, mais la qualité des données est souvent considérée comme une problématique IT. Euh, non. La sémantique est pas toujours très claire. En fait, on avait cette notion de glossaire, maintenant on a cette notion de data catalogue, on va aller même beaucoup plus loin hein, par rapport à tout ça. C'est en train d'évoluer positivement, en tout cas on le voit. Ce qui reste encore et ce qui demeure, c'est que quand on parle de data gouvernance, en fait, c'est un peu le ventre mou des directions hein, d'une manière générale, parce que c'est pas un CRM, on voit un résultat, c'est pas un truc analytique, on va voir un dashboard. C'est quelque chose qui est un peu dans back office quelque part, mais qui est excessivement important. Et c'est souvent considéré comme long, pénible, et puis avec un ROI qui est faible. Et c'est là aussi où on va justement vous montrer en fait cet aspect-là. Euh, Comment mesurer en fait, bon là c'est comment mesurer la qualité, et puis sur les processus existants, parce que souvent c'est le problème principal. Comment mesurer tout simplement la qualité de données? C'est pareil, lorsque vous mettez en place des dashboards, en général, quand vous savez que vous allez être monitoré, d'une manière générale, vous avez 20%
de gains automatiques, parce que les gens qui savent monitorer vont s'améliorer automatiquement. Bah, sur la qualité de données, je ne vais pas dire que c'est pareil, mais les gens, si ils savent que c'est monitoré, ils vont faire beaucoup plus attention. Et après, il y a aussi une capacité de se dire, OK, où est-ce que je peux aller sur la base de la sémantique, où se trouve mon information, dans quelle application, dans quelle base, dans quelle table, finalement, dans quelle colonne je vais retrouver cette information. Et c'est vrai que c'est assez rare d'avoir la big picture en fait, de tout ça. Et puis, lorsqu'on prend les challenges de la data gouvernance, quelque part, on retrouve un peu tous ces éléments, par où je commence, la stratégie, la gouvernance, l'architecture, le life cycle, le processus de support, la qualité de données. En fait, il va falloir tous les traiter, mais il faut juste savoir par où commencer. Et c'est là aussi où c'est intéressant de travailler avec Global Data Excellence, c'est que c'est un framework avant d'être un outil. C'est-à-dire que ça a été créé de manière à ce que les gens puissent, enfin, ils ont pensé le concept, ils ont cherché un outil pour le faire, ils n'ont pas trouvé, alors du coup, ils ont créé leur propre outil. Et ça permet justement de couvrir tous ces aspects-là au travers du framework et de la méthodologie d'implémentation de ce genre de logiciel. Alors souvent, par rapport à ça, bien évidemment, là, ce qu'on propose, c'est de rentrer par la partie visible de l'iceberg, à savoir la qualité de données. Et en fait, le concept clé de Global Data Excellence, c'est de gouverner par la valeur. C'est-à-dire, et plutôt que faire un long discours, je vais vous montrer un petit peu le principe au travers de cet exemple. Là, vous avez un exemple de manufacturing où on a défini un certain nombre de critères de règles de qualité. Donc, on a réussi à obtenir des exigences de qualité de données qui sont représentées. On a un indicateur qui nous indique ici, vous voyez, en fait, quelle est la qualité, quelle est l'exigence. Donc, l'objectif, c'est 97%, on en a 92 et quelques. Et sur plus de 7000 et quelques produits, on en a 500, plus de 500 qui sont impactés, qui ne sont pas, en fait, compliant, qui ne sont pas alignés par rapport à ça. Si on devait corriger ça, en fait, à raison de 5 minutes, on a pour une semaine de boulot, hein, grosso modo. Si maintenant, on aligne ça avec la valeur que ça représente, c'est-à-dire que dans un processus bien de vente, finalement, sur 500 et quelques millions, le montant qui est impacté, c'est 250. Et si on regarde les détails encore plus loin, on se rend compte que c'est uniquement 5 produits qui font en fait cet impact-là. Et donc, vous avez juste, ça vous permet d'être chirurgical sur la correction de vos données en disant, bon, ben voilà, je vais taper, en fait, je vais corriger ces 5 produits, ça va me permettre de justement avoir ma correction de données. Et je ne vais pas corriger, en fait, passer une semaine à corriger les autres produits qui, en plus, peut-être ne sont pas utilisés. Donc là, vous êtes véritablement dans une approche où vous allez pouvoir valoriser chacun des actions et donc, in fine, gagner quand même un temps précieux par rapport à l'implémentation en fait, de ce genre de choses. Donc, si on résume un petit peu les différentes couches que l'on propose, vous avez ici toute la partie data intégration, data fabric avec Wordscape. On a les deux solutions qui sont Exasol ou Snowflake qui vous permettent justement de gérer des très, très grosses volumétries. Et les deux sont partis d'un principe où à un moment donné, en fait, on voulait gérer plus d'1 milliard d'enregistrements. On n'arrivait pas à avoir, à l'époque, Tableau ne le faisait pas avec les extraits. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on a cherché en fait, ces solutions. La visualisation avec Tableau, la prédiction et tout ce qui est machine learning avec Data Robot et la gouvernance de données avec justement Global Data Excellence. Un dernier point, et finalement, avant, j'ai envie de dire, de nous présenter encore, si j'en ai encore le temps, on s'est rendu compte dans 60%, à peu près 60 à 70% de nos projets, que souvent on était bloqué parce que soit on avait un problème de confidentialité d'information, soit on n'avait pas les données. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on avait des données trop confidentielles, les clients ne pouvaient pas nous les communiquer, donc on ne pouvait pas leur apporter une certaine expertise. Ou alors, finalement, dans des cas de migration ou dans du AT, ou même en fait dans des cas de migration, justement, on devait définir des scripts, poser, faire toute une implémentation, mais on n'avait pas les données de base. On avait la structure, mais pas les données. Et donc, sur un projet au forfait, on a dû tout construire et puis tester. Heureusement, ça a fonctionné correctement à la fin. Mais quelque part, vous avez en fait là le risque de dire, ben, on construit tout, mais on ne peut pas tester. Comme le fait de faire une application et de se dire, bon, ben, dans 6 mois après, finalement, je vais mettre à disposition la BI. Non, ben, pendant 6 mois, le business ne peut pas fonctionner. Et donc, l'idée, c'est de se dire, OK, maintenant, Make Your Data, qui est un produit qu'on a conçu, vous permet soit en fait de cacher vos données,
soit finalement, et c'est et, hein, c'est pas soit, c'est et, hein, quelque part, soit vous pouvez générer également des données en fonction de ce que vous voulez, de la structure. Vous avez des templates, vous avez des corrélations, vous pouvez vous inspirer de ce qui est en prod pour garder quelque chose qui est similaire en termes de compréhension, de pertinence en fait, de l'information que vous êtes en train de donner, sans forcément donner les chiffres réels, etc. Donc, si ça vous intéresse, Luca avait fait une présentation ce mardi. On se tient à disposition également pour vous présenter plus en détail finalement ce produit. Et puis, on va quand même se présenter un petit peu. Donc, Argusa est constitué de 7 passionnés des données. Alors, on n'est pas une spin-off du CERN, même si on a 4 docteurs en physique dedans. Mais on travaille justement pour accompagner les entreprises à véritablement exploiter au mieux les données qui sont à l'intérieur avec les valeurs qui nous représentent, l'excellence, la créativité. La simplicité, c'est plutôt le pragmatisme finalement qu'on fait. Et surtout la partie convivialité, mais confiance que l'on sait créer avec nos utilisateurs. On a 2 personnes, donc on est très, j'ai envie de dire, très orienté sur le fait qu'on va pousser en fait les data plus women. Donc c'est un organisme, c'est 2 personnes de l'équipe qui poussent les, la jante féminine dans le monde des données. Et puis à notre petite échelle qui correspond à notre ADN, on redistribue, c'est-à-dire qu'on redistribue 1% de notre temps et de notre bénéfice pour des activités caritatives, parce que ça correspond à, j'ai envie de dire, à ce qu'on veut porter comme valeur. Nos références, on a des très très belles références, malheureusement on ne peut pas les citer. C'est pour ça qu'on reste assez générique en fait sur justement le monde du luxe, de l'assurance de la santé, des services, manufacturing, avec Bob, avec qui on travaille, l'administration cantonale vaudoise, les banques, etc. Donc là, vous retrouvez j'ai envie de dire, nos différentes références. On travaille très très gros comme des très petits en fait en fonction des sujets et clairement les solutions peuvent s'appliquer à des grosses structures comme à des toutes petites et c'est ce qu'on a fait dans certains cas où on a mis en place des solutions avec des équipes où il y avait 2 personnes mais au moins comme ça ils pouvaient avancer, ils étaient efficaces sans que ce soit des spécialistes réellement de la donnée. Voilà, j'en ai fini avec ma présentation. Je ne sais pas si il y a des questions de votre côté. En tout cas, moi, je reste véritablement à disposition. Je vais mettre à disposition la présentation sur le site du LEC. Et si en fait vous souhaitez creuser plus en détail finalement un des différents sujets que j'ai pu vous présenter, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. Envoyez-moi un message ou sinon vous avez mes coordonnées dans la présentation ici. Je vais juste attendre une petite minute. Voilà. Bah, en fait, j'ai juste un message du lec qui me dit bah, attention, il ne vous reste plus que 2 minutes. Parfait. Je vais juste attendre une petite minute si je vois des questions apparaître. Sinon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et à bientôt. Parfait. Merci pour vos messages. Je les vois là. Tac, j'arrête de partager. En tout cas, à très bientôt. Je vous souhaite véritablement une très belle journée et je vous remercie. Bonne journée, à bientôt. Au revoir.